Donc, les paramètres vitaux, c'est l'ensemble des paramètres vitaux. Ils permettent d'évaluer l'état de santé général d'une personne. Ils comprennent la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la tension artérielle, la température corporelle, la saturation en oxygène, la diurèse et la glycémie capillaire. Cela permet de détecter et de traiter efficacement les problèmes de santé. Donc, on va commencer par le premier, la fréquence cardiaque. En fait, la fréquence cardiaque, c'est ce que l'on appelle le pouls, c'est-à-dire les pulsations cardiaques. C'est ce que les battements, ça correspond aux battements du cœur. On peut les percevoir grâce à une légère pression avec les deux doigts comme ceci, au niveau de l'artère radiale qui se trouve dans le prolongement du pouce, hein, ou au niveau de l'artère carotidienne à la base du cou. En exerçant une pression, on peut percevoir le pouls, les pulsations cardiaques, et donc déterminer la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, plus exactement, c'est le nombre de battements par minute du cœur. Donc, elle va bien sûr donner une indication sur le fonctionnement de l'appareil cardiovasculaire dans son ensemble. Les pulsations artérielles ou le pouls se palpent, comme je viens de le dire, au niveau de l'artère, soit radiale dans le prolongement du pouce, droite ou gauche, soit au niveau de la base du cou, à l'artère carotidienne. Pour évaluer un pouls, il faut prendre en considération généralement 3 paramètres. La fréquence, c'est-à-dire le nombre de battements par minute. L'amplitude, c'est-à-dire si on a 20 battements ou 50 battements, le nombre de battements en fait, et la régularité, c'est-à-dire si le pouls est, comment dirais-je, régulier tout simplement. Soit on a une variation avec des battements très rapprochés, puis une longue attente, soit effectivement le pouls est très régulier et c'est dans la normalité attendue. Je reviens sur l'amplitude. Également, s'il est bien perçu aussi, Stéphanie. Voilà, je reviens sur l'amplitude qui, effectivement, on détermine un pouls frappé ou un pouls filant. Lorsqu'il est frappé, c'est-à-dire, ou bien frappé, exactement, merci Céline, autant pour moi. Bien frappé, donc tout se passe relativement bien, ou filant, c'est-à-dire que la pression exercée au niveau des vaisseaux sanguins n'est pas suffisante. Voilà, et ça peut être une cause de petits soucis de santé. On vous a mis le petit tableau avec chez l'adulte, en fait, les normes chez l'adulte, chez l'enfant, chez le nourrisson et chez le nouveau-né, et c'est à connaître, même en tant qu'AS, chez ces 4 publics-là. Donc, la technique de prise de pouls, c'est ce que je vais vous expliquer. La prise de pouls s'effectue au niveau d'une artère périphérique, c'est-à-dire radiale ou carotidienne, quand le pouls radial n'est pas perçu. En premier lieu, il faut informer le patient dans tout geste qu'une aide-soignante sera amenée à effectuer. Il faut que le sujet soit au repos, hein, bien sûr. Quand on fait une activité physique, notre besoin en oxygène augmente, donc notre activité cardiaque aussi. Donc, il faut que le patient soit reposé pour avoir une évaluation précise et qui corresponde à l'état de base du patient. Et en cas d'urgence, c'est ce que je vous ai expliqué, le pouls radial est difficilement percevable, hein, donc on le prend au niveau carotidien. Donc pour prendre un pouls, nous l'avons vu juste avant, on utilise 2 doigts, l'index et le majeur, que l'on va appliquer par pression dans le prolongement du pouce ou à la base du cou. Voilà. Oui, Léo? Non, c'est mon mari qui me parle en même temps. Et donc, du coup, on va chronométrer cette prise de pouls. Hein. Il faut qu'elle soit, pour être valable, il faut qu'elle soit effectuée sur 1 minute. Et donc, on repère bien si le pouls est filant, donc son amplitude, ou s'il est bien frappé, et s'il y a des variations de rythme. On peut le prendre sur 30 secondes quand on n'a pas trop le temps. Des fois, c'est vrai qu'on est un peu pressé. Ouais, mais pas en dessous.
Pas en dessous. Mais pas en dessous de 30 secondes. La fréquence respiratoire. La fréquence respiratoire correspond au nombre d'inspirations et d'expirations réalisées sur une minute. Elle s'exprime en cycles par minute. Donc, du coup, une expiration, une inspiration, c'est un cycle. Prise lors de modification des bilans. Donc, les indications, c'est ça. C'est pris lorsque les modifications du bilan en présence de détresse circulatoire ou respiratoire. Donc, on va bien voir quelqu'un qui est cyanosé, tout ça, on va le voir tout de suite. Nous, on connaît nos patients. Donc, même si on ne les connaît pas, je veux dire, quelqu'un qui est cyanosé, ça se voit. Ou dyspnéique. Hein, quelqu'un en détresse respiratoire va chercher son souffle, donc va être dyspnéique, c'est-à-dire qu'il va avoir des mouvements respiratoires beaucoup plus importants que qu'un individu normal. Ou un peu plus anarchique également aussi. Ou un peu plus anarchique. Les valeurs usuelles, donc du coup, chez un nourrisson, c'est 30 à 40 cycles par minute. Chez l'enfant, c'est 20 à 30. Et chez l'adulte, c'est entre 12 et 20 par minute. L'adulte et l'adolescent. Donc, il faut, pour mesurer la fréquence respiratoire, il nous faut une montre, du coup, et c'est des observations, ou sinon, on pose notre main sur le thorax, et du coup, on voit, on sent les inspirations et les expirations. Donc, la technique, c'est observer le thorax se soulever, compter le nombre de cycles respiratoires par minute. Un cycle inclut une inspiration et une expiration. Le nez peut être utile pour réchauffer l'air respiré. Ainsi, la fréquence respiratoire se caractérise par sa fréquence, son amplitude et son rythme. Donc, quelqu'un qui va être en insuffisance respiratoire, ça va se voir tout de suite. Ça va être, vous allez voir un balancement thoraco-abdominal avec le ventre qui se gonfle et ça, c'est pas normal. La fréquence respiratoire, c'est le nombre de cycles respiratoires par minute. La tachypnée, c'est une fréquence respiratoire supérieure à la normale. La bradie, c'est l'inverse, c'est inférieur à la normale. L'apnée, c'est l'absence de ventilation. La polypnée, c'est l'amplitude faible associée à une fréquence respiratoire rapide. Ça va être quelqu'un qui va avoir qui va respirer très rapidement. Et ça va se voir au niveau du ventre souvent. Une inspiration, donc c'est l'air entré, et l'expiration, c'est l'air sortant. Et les pauses respiratoires, c'est les arrêts des mouvements respiratoires durant un laps de temps. La tension artérielle. Donc, la tension artérielle, c'est une pression que le sang exerce sur les parois des vaisseaux lors de l'éjection du cœur. Lors de la systole, c'est la pression maximale, c'est ce qu'on reçoit, c'est le premier battement perçu lorsque l'on prend la tension artérielle. On va entendre pendant un certain temps les battements du cœur jusqu'au dernier qui correspond à la diastole. Le laps de temps. Il n'y a pas de temps pour la pause respiratoire. En fait, une pause respiratoire, c'est une pause respiratoire. On va le voir, en fait, ça va être tout de suite. En gros, c'est quelqu'un qui va s'arrêter pendant un certain temps, c'est sûr. En général, c'est 30 à 40 secondes. Ça peut être très court, mais des fois, on les loupe chez les personnes âgées. Moi, je travaille en EHPAD. Des fois, ça arrive qu'on ne voit pas tout de suite qui fait des pauses respi. Des fois, il y a une collègue qui va le percevoir et d'autres fois, ça va être une autre. C'est variable. Franchement, le laps de temps, je n'ai pas de laps de temps à donner exactement, mais en fait, ça se voit, ça va être quelqu'un qui va avoir qui va chercher son air d'un seul coup, en fait. Quand on respire de façon régulière. Lors d'une pause, cette régularité va être interrompue. C'est-à-dire que on va avoir quelqu'un qui, dans un premier temps, va respirer s'arrêter et reprendre. Là, on peut considérer qu'il y a eu une pause respiratoire. Déterminer si c'est genre 10 ou 20 secondes, quoi. Dans la mesure où le rythme a été interrompu et devenu irrégulier, on peut considérer que la personne a fait une pause.
J'espère qu'on est clair, hein, n'hésitez pas, hein, parce que c'est aussi des Ouais. grandes premières pour nous, hein, d'être devant vous. Donc, on en reprend la tension artérielle. Donc, c'est une pression exercée au niveau des vaisseaux sanguins. Le premier battement perçu, c'est ce que l'on appelle la systole, qui correspond à la contraction cardiaque. Et le dernier battement perçu, c'est la diastole, qui correspond au relâchement du cœur. Donc, une tension artérielle, elle doit être entre 14, ça doit être maximum à 14,8 chez l'adulte. Et la minimum, oui, pardon, j'ai rien dit, pardon. La systole, oui, 14. Et la mini, c'est 8,8, quoi. La moitié plus 1, on a tendance à dire. Ouais, c'est-à-dire 14 divisé par 2, 7 ouais, plus 1, 8. Ouais. Et 12, c'est 14 divisé par 2, 6 plus 1, 7. 12, 7. Au-delà de 14,8, en gros, vous êtes en hypertension. En dessous du 8,8, vous être en hypotension. Chez l'adulte, hein, chez l'enfant, ça va être d'autres valeurs. Elles vont être inférieures, les valeurs chez l'enfant. Et encore inférieures chez le nourrisson. Et chez le nouveau-né, encore inférieures. Contrairement à la fréquence cardiaque qui est plus élevée chez l'enfant. Hein. Ouais, c'est ça. Donc là, tu continues sur la technique ou j'y vais? Vas-y, hein, tu te débrouilles bien. La technique de prise de la tension. Donc, tout d'abord, on informe le patient qu'on va lui mettre le brassard. Donc, du coup, il faut qu'il soit au repos au moins depuis 10 minutes. Parce que sinon, la tension, elle va forcément être perturbée. Et des fois, si vous avez une valeur qui est perturbée, il ne faut pas hésiter à la reprendre. Parce que des fois, en 5 minutes, ça peut varier. Donc, on applique le brassard à 2 cm du pli du coude. On repère l'artère humérale donc, qui passe le long du pouce, là. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, le long du pouce, la même que celle où on a pris le pouls, en fait. Et on continue, elle va jusqu'au coude. Et donc, du coup, on repère l'artère minérale et la prise de tension au tensiomètre électrique, il suffit d'appuyer sur le bouton et la valeur s'affiche. Mais des fois, on a des valeurs correctes, donc il ne faut pas hésiter à la reprendre. Et la prise manuelle au stéto et à l'auscultation, donc du coup, il faut un stéthoscope, le brassard à tension comme chez le médecin. Et le stéthoscope, on le pose sur l'artère. Donc, du coup, comme je vous ai montré tout à l'heure, on le pose au niveau de l'artère, sous le brassard. Et on gonfle le brassard. Faut pas trop le gonfler parce que des fois, on a tendance à vouloir le gonfler trop, mais ça fait mal. Et en plus, après, il faut le dégonfler progressivement. Donc, on va avoir les mouvements de l'aiguille qui vont indiquer le premier mouvement de l'aiguille, ça va indiquer la systole. Et le deuxième mouvement d'aiguille, ça va indiquer la diastole. Le dernier son que vous allez entendre du battement de cœur, ça va être la diastole. Excusez-moi. Et attention, le premier bruit. Souvent, on voit l'aiguille bouger avant d'entendre. Donc, il faut bien percevoir ce qu'on entend. C'est la valeur référence. Oui, hein. c'est ce que j'allais dire que il faut écouter également dans le stéthoscope et c'est vraiment la valeur là qui va être significative au niveau du son perçu. Ce qu'on vous présente, ce sont des normes, je dirais, théoriques. Il y a des patients qui vivent très bien et qui ont une tension aux alentours de 9,6 et qui se sentent très bien. Donc, il faut être relatif aussi par rapport, je dirais, à l'habitude de la personne. Une personne à 9,6 peut être très, très bien et c'est sa tension normale. Il faut leur demander leur tension de référence chez le médecin. Souvent, c'est plutôt correct par rapport à ce qu'ils ont chez le médecin. Pareil pour les fréquences cardiaques. Les grands sportifs auront tendance à avoir une fréquence cardiaque dans les valeurs basses, voire plus basses que la normale. Donc, du coup, le premier bruit perçu, c'est la systole. Donc, à partir du moment où on entend les battements du cœur, c'est la systole. Et le dernier bruit, donc une fois que ça s'arrête, c'est la diastole. Sur la pression artérielle, c'est comme ça. Donc, il faut l'interpréter et le transmettre et transmettre les résultats.
du coup. Tout acte que vous faites doit être retranscrit dans les transmissions, hein, c'est hyper important. Ça prouve vos actes et ça prouve que vous prenez soin des gens. C'est ça. Donc après, on va passer à la température corporelle. Donc une petite définition de l'OMS, la température corporelle est déterminée par l'équilibre entre la chaleur produite par les tissus, en particulier le foie et les muscles, et la chaleur perçue en périphérie. Normalement, hein, on est bien toujours dans des normes. Le centre thermorégulateur de l'être humain maintient la température centrale entre 37 et 38. En dessous de 36,5, parce qu'on reste quand même dans des valeurs avec des petites variations, en dessous de 36,5, on considère que la personne est en hypothermie. Au-dessus de 38, on considère qu'elle est en hyperthermie. La prise de température s'effectue grâce à un thermomètre frontal, tympanique ou axillaire, auquel il faudra ajouter 0,9 degrés Celsius. Et on préfère, en service, en général, on échange avec Stéphanie. Stéphanie, elle est en tympanique. Et moi, par exemple, si en EHPAD, je suis en axillaire. Alors maintenant, les thermomètres à mercure sont proscrits. Hein. Autrefois, on en trouvait. Et ça se faisait, la prise de température se faisait par voie anale. Ça a été, bien sûr, banni. Hein. Voilà. Et remplacé, du coup. Donc, on va vous parler de la saturation en oxygène maintenant. C'est le taux en pourcentage d'oxygène dans le sang. La norme, en général, c'est entre 98 et 100%. Un taux anormal, on va dire que c'est inférieur à 95%. Il y a des exceptions chez les personnes des PCO ou chez les personnes âgées souvent. La valeur, elle peut être entre 90 et 95% et la personne, elle peut être très bien à 90%. Simple remarque, BPCO, ça signifie bronchopneumopathie chronique obstructive. Ce sont des gens qui, avec le temps, ont leurs alvéoles pulmonaires qui sont abîmées, soit par le tabac, soit par l'amiante ou par d'autres facteurs. Donc, leur capacité à emmagasiner l'oxygène de l'air est de fait beaucoup moins importante. C'est pour ça que la saturation de l'oxygène circulant dans leur corps sera inférieure aux valeurs normales. Et il ne faudra surtout pas leur envoyer de l'oxygène plein pot, hein, au contraire. C'est en dessous de 3 litres, je crois. En dessous de 6 litres. Hein. 6 litres? Oui. 6 litres, en dessous de 6 litres. Au-delà, ces personnes-là, même ça peut leur créer d'autres difficultés respiratoires alors que… Oui, parce qu'en fait, au lieu d'avoir une hyperoxygénation, l'organisme ne va pas avoir l'habitude de recevoir trop d'oxygène. Il va transformer cet oxygène de l'O2 en CO2 et on aura l'effet inverse attendu. C'est ça. Et donc, du coup, il ne faut surtout pas oublier de surveiller l'état clinique de votre patient parce que, en fait, quelqu'un qui va être en détresse respiratoire, ça va se voir. Ça va être la personne, elle va avoir les lèvres qui vont devenir bleues, les doigts qui commencent à marbrer, les jambes qui commencent à marbrer. Il ne faut pas oublier l'état clinique du patient, en fait. Ce qui est révélateur, je te rejoins Elodie, c'est l'état clinique. Une norme, c'est juste une référence. Ce n'est pas une vérité absolue en soi. Le corps du patient ou du résident parle de lui-même. Donc, ça nous donne une indication. C'est plus pour avoir un repère de ce qui se passe ou pas, finalement. Donc, elle se mesure à l'aide d'un oxymètre. Donc, c'est le petit appareil que vous avez en bas là, sur la photo. Elle est prise généralement au doigt, mais peut être également prise à l'oreille ou à l'orteil. Aux orteils, il ne faut pas oublier. Et il ne faut pas oublier d'avoir un doigt quand même suffisamment chaud pour prendre une valeur. Parce que s'il n'est pas suffisamment chaud, votre valeur, elle ne sera jamais bonne. Vous pouvez avoir un 84% et au final, cliniquement, votre patient, il ne fait pas 84%. Et vous le voyez, vous savez bien qu'il n'est pas à 84. Vous le savez puisque ça se voit. C'est pour ça que la clinique est importante parce que les valeurs ne sont pas toujours fiables. Hein, ça reste toujours… et pas de vernis, bien Céline, bien vu, bien sûr. Parce que ça peut pas de vernis,
Moi, je l'ai testé, ça marche quand même. Mais il vaut mieux pas, en fait. Mais il vaut mieux pas, oui, c'est ça. Mais pourquoi différents sites de prise? Parce que en vieillissant, notamment, les vaisseaux capillaires s'altèrent et donc la perception est moins efficace. Et à l'oreille, ça marche plutôt pas trop mal. Sur le lobe de l'oreille, là, vous prenez le lobe de l'oreille dans l'appareil, ça marche plutôt pas trop mal. Le lobe ou le dessus, aussi, ça peut se voir. Ouais. Selon les oreilles. Selon les oreilles. Il y a des oreilles où c'est plus ou moins facile. Hop, la suite. Donc, je te laisse faire la diurèse. Vas-y, non, vas-y, je te laisse, c'est toi qui l'as préparé. La diurèse, on l'a préparée ensemble. La diurèse, c'est la quantité d'urine généralement émise sur 24 heures. Alors, il est parfois recueilli sur 1 heure, 12 heures ou 48 heures. Elle permet ainsi un suivi à la fois quantitatif et qualitatif de l'extraction urinaire. Donc, souvent, chez les personnes qui viennent soit aux urgences ou même en EHPAD, on peut surveiller la quantité d'urine chez quelqu'un qui va pas bien, quoi. En fait, chaque paramètre détermine la surveillance d'un organe, si je puis dire. La fréquence respiratoire va mettre en valeur le fonctionnement des poumons, la fréquence cardiaque du cœur, la saturation. C'est le fonctionnement des deux, puisque l'oxygène est à la fois véhiculé par le sang et amené par les poumons. La diurèse, ça sera la fonction rénale, les reins. C'est ça, donc, Inaès peut-elle faire un bladder scan? Oui. Moi, j'en faisais. On en fait, mais ce n'est pas encore rentré dans le référentiel. Ouais. C'est service dépendant, quoi. On va dire ça comme ça. Bladder et ECG ne sont pas encore actés dans les nouveaux actes. Alors après, vous pouvez le faire, mais normalement, vous ne pouvez pas l'interpréter. En gros, c'est ça. En présence d'une IDE. Une infirmière, ouais. Mais l'interprétation, normalement, vous ne l'avez pas. Après, c'est pareil. Le bladder scan, je vois moi en EHPAD, on ne l'a pas. Donc, la clinique du patient, on palpe l'abdomen et c'est comme ça qu'on voit s'il y a une rétention urinaire. Moi, ça m'est déjà arrivé d'appeler l'infirmière et de dire la vessie n'était pas comme ça ce matin, c'est bizarre, le bide il est gonflé et tout, je suis sûre il a une rétention urinaire. Et ça n'a pas loupé. Un des signes cliniques aussi, notamment chez la personne âgée, qui montre que la personne est en globe vésical, et donc en rétention urinaire au-delà de la normale, c'est la confusion. Quelqu'un qui est confus, et très souvent les personnes âgées, il faut penser au globe vésical. Il y a la confusion et il y a aussi, moi j'ai eu dernièrement un monsieur qui se grattait de partout avec un prurite généralisé et franchement, c'était impressionnant. Mes collègues, c'est pas moi qui étais là ce jour-là, c'est mes collègues, mais ça n'empêche que chez ce monsieur-là, c'était un des signes. Et pourtant, il n'était pas confus. De toute façon, dès qu'il y a quelque chose qui diffère, il faut chercher la cause. Parce que c'est pas normal. Donc, les valeurs, je vous laisse les observer, elles sont écrites là. Oui, effectivement, lorsque un patient est descendé, on va vérifier qu'il reprend une miction parce qu'effectivement, le muscle, c'est un muscle, ni plus ni moins, la vessie. Lorsqu'il y a une sonde, il va perdre l'habitude de se contracter et de se décontracter. Et de fait, l'urine aura tendance à parfois ne pas s'évacuer et à nouveau la personne va se remettre en globe. Effectivement, lors d'une ablation de sonde, on vérifie que la personne urine par la suite. Et si ce n'est pas le cas, elle va être obligée d'être resondée. Souvent, on fait une diurèse sur 24 ou 48 heures quand c'est comme ça. Après des sondages, parce que justement, il y a un risque de remise en globe. Globe, voilà.
Chez les patients, Euh, oui, vas-y. chez les personnes âgées, ça arrive très souvent, les globes, hein. Et chez les patients dialysés, il faut savoir que certains patients dialysés sont anuriques. C'est-à-dire qu'ils ne font plus du tout pipi. Il ne faut pas s'affoler, hein. C'est la dialyse qui fera le travail d'épuration du sang, hein, parce que ni plus ni moins, lorsque l'on fait pipi, on épure son sang, hein, on élimine l'eau en trop et les électrolytes qui sont toxiques pour l'organisme, hein. Et c'est le principe de la dialyse, en fait. Donc, on a la glycémie, on va partir sur la glycémie capillaire. La glycémie capillaire consiste à retirer du sang provenant du système vasculaire capillaire par piqûre transcutanée. Attends. Hier, les idéaux ont descendu un résident. Il est parti aux urgences. Il avait des douleurs. Il avait des douleurs. Il avait dû Après, se remettre en globe, hein, je pense. Entre autres, ouais, hein, soit il s'est remis en globe, du coup, à la palpation abdominale, du coup, on le voit. Soit, des fois, ça arrive aussi qu'avec le passage de la sonde, l'urètre peut être un peu irrité aussi. ouais. Tout dépend s'il a fait pipi, s'il a saigné, si Ouais. effectivement, ou même la prostate, hein. Ça peut être un Ouais, ou la obstacle. prostate, ouais, il y a un obstacle, des fois, c'est ça. Ouais, c'est variable. Franchement, donc je termine sur la glycémie capillaire. Donc, elle permet de surveiller le taux de sang, le taux de sucre dans le sang du patient. Donc, du coup, les valeurs, elles sont en général entre 0,70 et 1,80, c'est les valeurs normales. Et au-dessus d'1,80, c'est une hyperglycémie. Et en dessous de 0,70, c'est une hypoglycémie. Il faut distinguer les valeurs préprandiales, c'est-à-dire avant de manger, qui seront entre 0,70 et 1,20, et postprandiales, c'est-à-dire après manger, qui se situeront entre. Alors, tout dépend aussi de l'heure à laquelle on la prend. Au bout de 2 heures. 1,20 à 1,40. Ouais, 1,20, 1,40, voire on peut retrouver assez rapidement, au bout de 2 heures, une glycémie autour de 0,80. Ouais. Mais 1,20, 1,40, c'est généralement ce qui se passe en postprandial. Et vous avez les petits lecteurs. Donc, du coup, là, c'est à votre gauche, c'est le lecteur glycémique classique où il faut piquer le patient avec votre petite aiguille et puis prélever le sang. Et vous avez maintenant les nouveaux capteurs, donc ce qu'on appelle les. Mince, j'ai un truc. Freestyle. Les freestyle. Les freestyle, donc qui sont soit du coup avec le petit, juste le petit. Votre petite pastille là, qui est sur le bras. Et du coup, vous passez votre lecteur qui est en bas, tout en bas là. Ou sinon avec le téléphone portable pour ceux qui sont un peu plus récents. Léa, de quel diagramme tu nous parles? Ouais, parce Tu qu'il est vois encore affiché. l'écran glycémie et tout ça là, notre intervention? Moi, je vois bien. J'ai l'impression que c'est toujours là, hein. Ouais, nous Ouais, aussi, on le voit. Bah, oui, c'est ça. Je ne sais pas. Léa, vous pouvez essayer de vous déconnecter et reconnecter. Oui, c'est ça. Ouais, ça doit être ça. Donc, la glycémie, elle est surtout surveillée chez les patients diabétiques, hein, qui ont un problème de régulation du taux de sucre dans le sang. On ne va pas développer ce qu'est le diabète parce que c'est un vaste sujet. En tout cas, il faut savoir que ça vient du pancréas. Déjà, voilà, en gros, c'est ça, c'est le pancréas qui dysfonctionne au niveau du comment. En gros, c'est un dysfonctionnement au niveau du pancréas. En gros, c'est l'insuline qui est mal régulée par le pancréas. En gros, c'est ça pour raccourcir la chose. Voilà, donc là encore, on voit que ce paramètre nous permet de surveiller le fonctionnement d'un organe qui est donc le pancréas, sachant que le sucre est la première énergie qui fait fonctionner le corps. Donc le corps en a besoin, mais n'en a pas trop besoin non plus. Enfin, quand quelqu'un fait un malaise, et quand quelqu'un fait un malaise, c'est un des premiers, une fois qu'on a fait le cardiaque et le respiratoire, c'est l'un des premiers symptômes qu'on va rechercher parce qu'un malaise, ça peut être lié à une glycémie basse ou une glycémie haute.
Exactement. Quand quelqu'un fait un malaise, c'est soit hypotentionnel, soit effectivement un problème cardiaque, le pouls nous le dira. Donc, les premières choses que l'on doit faire quand quelqu'un fait un malaise, on l'allonge et on lui lève les jambes pour pallier à l'hypotension, même si ce n'est pas ça. Hein. Il faut vraiment agir sur les causes potentielles et prendre une glycémie pour savoir ce qui se passe. Alors, je vais répondre à vos questions là qui sont sur le côté. Donc, du coup, oui, là, ça peut prendre la glycémie, ça fait partie du nouveau référentiel. Donc et ça, il faut connaître les valeurs également normales, en fait. Du coup, c'est vraiment. Alors, on a le droit de faire l'acte, mais comme dit Élodie, c'est devenu. Enfin, faire piquer un bout de doigt, tout le monde est capable de le faire. Interpréter une glycémie, c'est autre chose. Donc, il faut bien être au courant. Il faut savoir l'interpréter également. Et des actions à mettre en place. Effectivement, quelqu'un qui sera en hypoglycémie, s'il est encore vigilant, il faudra lui donner du sucre selon un protocole qui sera établi par le service où vous travaillez. Et s'il est en hyper, eh bien, il faut prévenir aussi parce que dans les deux cas, la personne peut faire un coma hypo ou hyperglycémique et se retrouver en réa. Et là, c'est une toute autre prise en charge. Et l'hypoglycémie, il faut savoir que pour la traiter, donc comme disait Stéphanie, il y a le sucre rapide qu'on va donner tout de suite pour quelqu'un qui est encore conscient, mais quelqu'un qui est inconscient, il y a des sprays nasales qui existent en établissement, en EHPAD particulièrement, ça va être plus utilisé. Alors après, en service, ils vont injecter direct du glucose. Glucagon. Ouais, du glucagon. Ouais. Alors, on va vous expliquer comment on va faire une prise de glycémie. Parce qu'effectivement, il y a. Attends, il y a d'autres questions, Stéphanie. Je viens d'en voir une. Même une personne non surveillée, oui, quand il y a un malaise, ça va être l'une des premières intentions après la fréquence esquive et la fréquence cardiaque. Vous déjeunez pas, je ne sais plus qui nous a posé cette question, vous ne déjeunez pas, vous êtes à risque de faire une hypoléa, vous êtes à risque de faire une hypoglycémie. Faites du sport en ne déjeunant pas. Votre organisme, comme je vous le disais, le sucre, c'est l'énergie qui permet au corps de fonctionner. Donc, le corps va puiser du sucre qu'il aura en lui, mais peut-être pas suffisamment par rapport à l'effort produit. Et c'est pour ça que les sportifs prennent du sucre quand ils font des efforts sur une longue durée. Oui, Léa, du coup, oui, bien sûr que les AS, elles ont le droit puisque ça fait partie du nouveau référentiel. Nous sommes deux Léa. Les Léa, celle qui pose les questions. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, ça fait bien partie du nouveau référentiel, mais donc, du coup, prendre la glycémie capillaire, c'est bien, mais il faut savoir l'interpréter, comme on disait avec Stéphanie, avec les valeurs. Donc, du coup, il faut bien connaître les valeurs. Comment se prend une glycémie, du coup? Donc, du coup, on y va. Ne vous inquiétez pas. Ah non? On n'y va pas. Bon, on l'avait pas mis. Bon, c'est pas grave. Attendez, on va vous expliquer. Ça s'est remis au début. On va repartir de la. Je suis désolée. Donc, une glycémie, effectivement. Donc, déjà, ça va se faire avec un matériel particulier. Il va falloir se protéger puisqu'il y a un risque de contact avec le sang du patient. Donc, il faudra utiliser des gants. Très souvent, vous le verrez faire comme ça à la va-vite. Attendez. Mais attention, dans les bonnes pratiques, il faut utiliser des gants. Il faut s'assurer que le patient ait les mains propres. Parce que s'il a mangé une orange juste avant que vous lui fassiez une glycémie, bien sûr, ça ne sera pas le reflet de sa glycémie corporelle, intérieure, puisqu'il aura du sucre sur le bout des doigts. La glycémie donc, se fait avec un hémoglucotest dans lequel on insère une petite bandelette. Alors, il y a un sens bien précis. Un côté où vous avez un espèce de circuit imprimé qu'il va falloir introduire dans le glucotest. Attends, j'ai un lecteur à la maison, je vais aller le chercher, Stéphanie. Et donc, un endroit où vous avez un petit réceptacle pour la goutte. Élodie vous montrera exactement comment c'est. Il faut piquer sur ces deux doigts-là, les doigts de la préhension. Parce que c'est les doigts qui vont vous servir, sachant qu'un patient diabétique qui est souvent piqué va perdre la sensibilité du bout des doigts. Donc, il va en avoir besoin, notamment d'une des conséquences du diabète, c'est un problème visuel, ça altère les vaisseaux des yeux et vous pouvez perdre la vue. Donc, ces deux doigts sont importants aussi pour lire le braille. Et ils doivent garder, bien sûr, une grande sensibilité. On ne pique jamais un doigt
au milieu, on le pique sur le côté. On le pique avec une petite lancette, hein, ni plus ni moins, comme on peut le voir, enfin on ne le voit pas, mais comme on peut le voir, on peut l'imaginer sur la photo, sur le côté, et on récupère la goutte. Alors, ça se présente souvent comme ça, les lecteurs, vous voyez. Donc, vous avez le petit lecteur qui est comme ça. Voilà. Il y a 2 types de lancettes. Hein. Il y a soit les stylos comme Elodie a dans son... C'est un stylo aussi, une lancette, hein, Elo, c'est pas un stylo à échine. Ouais. Non. Non, c'est juste, tu vois, la lancette. Petit. Là, vous avez... En gros, là, vous mettez votre aiguille là au bout. Ouais. Hop, plaque. Ensuite, vous piquez sur les doigts autres que la pince, bien sûr. Donc, on pique préférentiellement sur les 3 doigts ici. Des 2 mains, peu importe la main. Pour les raisons que je vous ai énoncées. Et donc, du coup, la petite lancette, souvent, elle se présente comme ça. Donc, et vous avez les petits, d'un côté, les petits, circuits imprimés. Donc, vous les mettez directement dans le lecteur. Comme ça. J'ai plus de batterie dessus. Il est trop vieux, mon lecteur. Et du coup, ça s'allume et avec, vous pouvez mettre votre doigt au bout. Donc, la petite goutte de sang que l'on récupère au niveau de l'endroit dédié, l'appareil fait son analyse et vous avez le résultat qui apparaît comme sur la photo. Voilà. Voilà, donc comme je vous disais, attention de ne pas se piquer, hein, des gants, un OPCT aussi pour évacuer l'aiguille ou le matériel piquant. Bien sûr, utiliser le chat avant et après le soin. Tout ça font partie des bonnes pratiques que parfois on ne doit pas faire comme il faut en service, mais il est important de le savoir. Hein. Mais comme tout soin, en fait, tous les soins qu'on va pratiquer, non, on ne jette pas dans la poubelle normale. Non. Ben, en tout cas, pas l'aiguille. La lancette. Après, maintenant, les lancettes sont sécurisées. C'est toléré. Ouais, pas celle-ci, pas sur les. Pas sur c'est toléré dans la poubelle normale dans la mesure où l'aiguille est sécurisée. C'est vrai que sur les lancettes, elles se rétractent aussitôt, mais oui, ben voilà, oui, vous pouvez, mais le mieux, je dirais, la bonne pratique veut que ça soit évacué dans un OPCT. Mais même à domicile, hein, vous avez un OPCT. Hein. Les boîtes jaunes. Comment on sait ce que c'est un OPCT? C'est nos boîtes jaunes. Objet coupant, tranchant et OP. Objet pointu, coupant, tranchant. Voilà. Coupant, tranchant, oui. C'est ça. Oui, le DASRI, oui, c'est ça. DASRI, ouais. La boîte jaune. Voilà. Si vous avez des questions, nous, on a essayé de vous présenter de façon succincte les différents paramètres. Maintenant, c'est à vous. Hein. Je suis contente parce que vous interagissez, ça fait plaisir, parce que pour nous, c'est plus sympa aussi d'échanger. Vas-y, Bénédicte, pose ta question. Même à voix... Ouais, même à voix haute. Hein. À voix haute. Oui, Bénédicte, est-ce que vous avez réussi à allumer votre micro, Bénédicte? Tu peux, en cochant en bas à gauche, le micro. Ah, Bénédicte, ça ne fonctionne pas trop. Au pire, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est de l'écrire, voilà, tout à fait. Parce que moi, malheureusement, je ne peux pas allumer votre micro. Non. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions sinon? Donc, comme dit, soit vous pouvez allumer votre micro pour poser la question, soit vous pouvez le faire directement dans le chat. Est-ce qu'on a été relativement clair et est-ce qu'on a répondu à vos attentes respectives? En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très incarné. C'est très bien parce qu'on sentait que c'était votre quotidien, quoi. Donc, vous parliez de choses où il y avait la théorie et la pratique et on avait un peu un mix des deux. Donc, c'est super. C'est super riche.
C'est des choses qu'on pratique au quotidien. Hein. Même moi, en EHPAD, quelqu'un qui ne va pas bien, tout de suite, on prend une tension, on prend une saturation. L'infirmière, elle n'est pas toujours disponible, en fait. C'est vraiment la base des actes que l'on pratique. Hein. Mais merci, Mimi, ça fait plaisir. Si on peut vous apporter des choses, c'est le but. Hein. Vas-y, Séverine, Alors, un petit styptique pour piquer le bout du doigt. Pas nécessaire. Lavage des mains au savon doux est suffisant. Ouais, c'est ça. Eau et savon. Ça suffit. Et éviter le gel hydroalcoolique parce que des fois, le gel hydroalcoolique, ça peut fausser. Il vaut mieux faire un lavage des mains à l'eau et au savon. Vous prenez un petit gant de toilette, un gant de toilette avec de l'eau et du savon, ça marche très bien. Il faut bien sécher les mains avant de le faire. Pas qu'à l'eau, hein, par contre, hein, parce que l'eau n'est pas suffisante. Hein. Eau et savon. Stéphanie, Élodie, ce que je vous propose, c'est d'avancer sur la présentation plus précise de la FNAS, si vous le souhaitez. Ouais, et puis vous nous poserez là, il est 20 déjà, donc si on veut finir à l'heure comme ça. On va le faire sans PowerPoint, Hello, ça sera plus rapide, je pense. Puisque... Bon, après, il est juste mis comme ça, donc... Oui, pour que vous puissiez suivre un petit peu, on ne va pas vous le lire. Donc, comme je vous disais, nous, on fait partie de la FNAS. La FNAS, c'est la Fédération nationale des associations d'aides-soignants. C'est le seul organisme à ce jour qui représente les aides-soignants au niveau national, comme vous le disiez en préambule. On intervient, là, justement, on parlait du nouveau référentiel et des nouveaux actes. La FNAS est intervenue pour défendre les actes qui étaient déjà effectués sur le terrain et pour les inclure, pour qu'ils puissent être inclus dans le nouveau référentiel. La FNAS a aussi participé à la validation de la formation de ces nouveaux actes pour les diplômés d'avant 2021. On est aussi sollicité par le Sénat sur des questions d'attractivité des EHPAD, par exemple, sur la fin de vie, à l'Assemblée nationale aussi. Certes, ce n'est pas nous qui décidons, hein, il faut en être conscient, mais en tout cas, on est entendu au sein du ministère de la Santé. La fédération regroupe à l'heure actuelle 4 associations dans la France, une en Bretagne, une dans le Poitou, une en Aquitaine et une dans le Jura. Les associations ont pour but de promouvoir la FNAS et de la faire connaître en menant des petites actions au niveau local. Et la FNAS essaie de se développer, c'est ce que je vous disais, en participant à des ateliers proposés par Gazouilly pour vous faire connaître la FNAS et pour que vous puissiez nous rejoindre en devenant adhérents. L'adhésion est de 15 €, hein, ce n'est pas excessif en soi. À travers cette adhésion, vous pouvez bénéficier d'un tarif préférentiel pour une protection civile. Oui, du coup. J'ai vu qu'il y a une main levée. Ouais, Séverine. Avec le petit micro, on peut. Hein. Je ne sais pas où elle est. Donc, une protection civile à tarif préférentiel, un bulletin trimestriel dans lequel que je rédige personnellement. Son micro est désactivé, c'est vrai. Par message. Un bulletin trimestriel où je vous mets en évidence tout ce que fait la FNAS, le CNPAS qui, lui, est un organisme mandaté par l'État pour faire des missions d'ordre public, hein, sanitaire, ni plus ni moins. Si le ministère a besoin de savoir ce qui se passe en EHPAD, par exemple, il peut demander au CNP de faire une enquête et les aides-soignants sont conviés en tant qu'experts à s'exprimer sur le sujet. On a un partenariat aussi avec la revue de l'aide-soignante, où les aides-soignants sont amenés à rédiger des articles. Voilà, on essaie de faire connaître la FNAS, de défendre notre métier, hein, qui est un très beau métier, et merci de l'avoir choisi et de vous impliquer dans une formation qui va vous permettre de devenir des super aides-soignants, j'en doute pas. Donc, bien sûr, si vous aimez ce métier, si vous voulez le défendre, eh bien, rejoignez la FNAS, soit en adhérant, soit en montant une association, hein, on sera là pour vous conseiller et vous aider, soit venez directement au bureau national, hein, vous verrez, on est une équipe plutôt sympa. J'ai une petite précision, Stéphanie, à apporter. Oui. On est quand même toutes et tous des membres de la FNAS, on est toutes et tous bénévoles.
Voilà, votre adhésion, en fait, elle nous sert à nous déplacer sur Paris au besoin, à aller dans les congrès. La FNAS organise aussi des formations qui sont notamment les assises. En 2027, vraisemblablement, on vous présentera un programme de formation que vous pouvez demander à la formation continue. C'est reconnu par l'agrément Calliope. Donc, n'hésitez pas à le demander à vos employeurs. Donc, il y a une question. Alors, j'ai vu que Séverine, elle avait une question et après, je réponds à Céline qui a une autre question. Vas-y, Séverine, si tu veux, on t'écoute. Non, je voulais juste vous remercier. Il faut juste que je parte. Non, mais il n'y a pas de souci. Donc, mais merci à vous d'avoir assisté à cet atelier et j'espère qu'on a répondu à vos questions. Super. Céline, elle avait une question. Vous reviendrez la prochaine fois. Avec grand plaisir. Salut tout le monde. Au revoir. Salut. Au revoir, Séverine. Céline, elle avait une question concernant l'oxygène. En fait, elle a l'habitude de mettre de l'oxygène à une résidente. Pour la nuit, elle doit l'allumer et tout ça, l'extracteur, puisqu'il n'y a plus d'infirmière après 20 heures. Alors, comme c'est un acte de la vie quotidienne, ça passe, ça passe sous une autre prescription par rapport, c'est plus identique à l'acte de vie quotidienne. On peut le faire en tant qu'aide-soignante. C'est un acte de la vie quotidienne, prescrit, mais c'est un acte de la vie quotidienne. C'est comme un médicament, l'oxygène. À partir du moment où l'infirmière elle a vérifié la valeur le litre en fait qui va être desservi dans l'extracteur, vous pouvez l'allumer, il n'y a pas de faute. Je veux dire, moi j'ai travaillé de nuit, il n'y avait pas d'infirmière, on mettait l'oxygène et on appelait le 15 après. Quelqu'un qui est en détresse, on ne va pas le laisser en détresse. Oui, sauver la vie. Ouais, c'est ça. On ne vous reprochera jamais d'avoir sauvé la vie de quelqu'un. On vous reprochera de rien avoir fait, par contre. Bon, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Il est 25, je crois qu'on a fait presque une heure. C'est un acte de la vie quotidienne, du coup. Donc, 1h pile. Donc, merci beaucoup, Stéphanie. Merci beaucoup, Élodie, encore. Merci à toutes d'avoir participé. Alors, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a un mix de participantes. Il y en a qui sont aides-soignantes, il y en a qui veulent devenir aides-soignantes. Donc, bravo pour ce choix. Pour toutes celles qui veulent devenir effectivement aides-soignantes, vous pouvez contacter Gazoui. Je vous mets le petit formulaire dans le chat pour pouvoir contacter un membre de l'équipe. En tout cas, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Un prochain atelier, pardon, Stéphanie, vas-y. Juste, Victor, si vous voulez rejoindre la FNAS et tout, on a un site internet, vous pouvez trouver les renseignements, nous contacter. Il n'y a pas de problème, on est disponible. Même des questions au cours de votre VAE. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers la FNAS au besoin. Alors moi, pour les VAE, justement, Gazoui, ils peuvent vous aider pour vous accompagner justement dans toutes les démarches. Je pense qu'ils sont là pour ça, Elsa. C'est ça. Après, si vous faites partie de la fonction publique, c'est vrai qu'il y a c'est extérieur. C'est un peu plus compliqué, mais bon, en tout cas, l'important, c'est l'atelier, c'est de participer, c'est de tous les jours se dire comment est-ce qu'on peut progresser dans sa pratique. Donc, bravo à toutes, en tout cas, d'avoir participé à cet atelier avec nous. On vous dit à bientôt. On va organiser beaucoup d'ateliers, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Je crois que la FNAS n'a pas encore de page Facebook. Si, on en a une. J'ai pas trouvé. Si. Bon, on en parle tous les trois. Et voilà. On a tout ce qu'il faut. Ok, bon, on s'en reparle tous les trois, mais bon, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à reparticiper et on vous dit à bientôt et merci encore.